Allez, on va aller sur notre terrain de ce soir. Je vous disais, les ramifications françaises de l'affaire Epstein. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes donc, je le disais, journaliste, enquêteur pour Complément d'enquête, notre magazine d'investigation qui sera diffusé ce soir après notre émission sur France 2, présenté par Tristan Walex. Alors, Guillaume, vous aviez déjà beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Vous l'avez fait là avec Virginie Villard. Racontez-nous juste pourquoi vous avez voulu réexplorer toute cette enquête Epstein et notamment son volet français. Alors, il y a une première enquête qui a été réalisée par ma collègue Virginie Villard et qui avait été diffusée début 2025 dans Complément d'enquête. Et en fait, il y avait certaines pistes qui avaient été explorées par Virginie quand elle avait préparé ce premier documentaire qui menait en France. Mais ces pistes n'avaient pas pu être, pour certaines, explorées jusqu'au bout. Donc voilà, 1 an s'est écoulé et en fait, il y a eu en début d'année la publication par le département de la justice américain de plus de 3 millions de documents essentiellement issus de la messagerie de Jeffrey Epstein. On le voit à l'image. Aujourd'hui, en fait, par mots-clés, Ben, vous nous en aviez parlé sur ce plateau, par mots-clés, on peut trouver... pas tout ce qu'on veut, il n'y a que la moitié, je crois, des documents qui ont été publiés. C'est le projet, quand même 3 vraiment millions. du ministre de la Justice américaine, que tout cela soit accessible, que ce soit vraiment quelque chose... Il faut juste expliquer, cliquer et dire que vous avez plus de 18 ans, mais par mots-clés, vous pouvez trouver. Après, il faut être quand même assez bon, parce qu'il y a des millions de documents, et quelquefois, ce sont juste des articles de presse. Donc, pour retrouver vraiment un document précisément, c'est compliqué, mais c'est faisable. C'est l'objectif même de cette commission. C'était une promesse de campagne de Donald Trump, même si tout n'a pas été, pour l'instant, diffusé. La moitié n'a pas été diffusée. Guillaume. Voilà, non, mais vous avez raison de préciser que c'est des documents qui sont vraiment publics, accessibles et qu'on peut chercher, que chacun peut chercher via un moteur de recherche, en fait, dedans. Mais donc voilà, donc il y a ces millions de documents qui étaient là, accessibles pour tous. Et donc on s'est dit, nous aussi, on va se plonger dedans et essayer de faire ressortir des éléments liés à la France et de poursuivre en fait ces pistes pour lesquelles on n'avait pas pu aller forcément jusqu'au bout. Alors, dans un instant, on va avoir un premier extrait, mais juste avant, regardez ces images qui sont tirées de votre documentaire de ce soir, Guillaume, à vous et Virginie, mais que vous allez nous commenter en direct. La police française, quand elle a perquisitionné l'appartement donc parisien de Jeffrey Epstein, avenue Foch, a pris ces photos. On voit là l'intérieur de l'appartement de Jeffrey Epstein, appartement immense, je crois, 740 mètres carrés. 740 mètres carrés, des animaux empaillés, visiblement des crânes humains, et énormément de photos de Jeffrey Epstein avec les grands de ce monde. Alors on voit Donald Trump, Bill Clinton, Mick Jagger aussi. Mick Jagger, on voit tout ça. Michael Jackson. Et là, c'est Woody Allen. Voilà, Woody Allen. Ça, c'est Fidel Castro. Ces images, on en avait eu quelques aperçus, mais c'est la première fois qu'on en voit autant. Et puis évidemment, des photos de jeunes femmes, de jeunes filles nues, plein l'appartement. C'est sidérant de voir les photos de cet appartement. Alors c'est assez stupéfiant. Alors en l'occurrence, là ces photos-là sont issues d'un dossier d'instruction de la justice française, pas du site du département. Oui, ça c'est américain c'est après la perquisition des policiers français. Voilà, juste pour préciser ça. Oui, effectivement, les policiers ont certainement dû être stupéfaits quand ils sont rentrés dans l'appartement de par la profusion en fait de ces images de jeunes femmes souvent très 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 jeunes, pour certaines nues. Donc ça a été trouvé, c'était c'était pas forcément les premières pièces de l'appartement, mais a priori c'était plutôt dans la salle de bain, la salle de sport, la salle de massage, certaines chambres, et aussi dans des tiroirs, dans des placards. Mais effectivement, il y en avait des dizaines et des dizaines. Alors, les policiers français ont fait une autre découverte, et vous avez pu... on avait entendu parler de cette découverte, mais vous, c'est votre révélation de ce soir dans Complément d'enquête, voir vraiment des fichiers Excel où Jeffrey Epstein recensait, j'allais quasiment dire notait, toutes ces jeunes femmes, donc certaines pour un bon nombre étaient des mineurs, avec tout un tas de qualificatifs. Vous allez voir, c'est évidemment quelque chose qui donne la nausée. C'est le premier extrait de votre documentaire, Guillaume, à vous et à Virginie. Ce tableau Excel des femmes, on regarde et on en parle après. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont aussi saisi des ordinateurs, des clés USB et des CD-ROM. L'un d'eux porte la mention « confidentiel, tableau complet ».
les policiers y découvrent un mystérieux tableau déjà évoqué par nos confrères du journal Le Monde et que nous vous révélons. Une pièce inédite qui ressemble à une liste des crimes sexuels de Jeffrey Epstein. On peut y lire 62 noms de femmes, accompagnés parfois de leur date de naissance. Certaines sont des victimes connues du millionnaire. Une colonne classe les jeunes femmes selon leur âge. La lettre U semble signifier mineur, underaged. O ferait référence aux majeurs. 10 d'entre elles sont indiquées comme étant mineures. D'autres colonnes, choquantes, indiquent contact sexuel, pénétration, rapport sexuel ou encore sexe oral. Par exemple, pour cette jeune femme mineure de 17 ans, il est précisé oui dans les colonnes contact sexuel, pénétration et rapport sexuel. À côté de la plupart des autres noms, ces cases ne sont pas remplies. Guillaume, séquence absolument sidérante, je disais qui donne la nausée. Alors on a vu des choses un peu similaires avec par exemple l'affaire Joël Le Squarneck, ce pédocriminel et chirurgien qui est condamné pour des centaines d'agressions sexuelles, qui notait scrupuleusement ses méfaits dans des carnets, mais là c'est noté avec la froideur d'un tableau Excel, c'est révulsant. Ah oui, c'est glaçant, c'est sordide et ça donne aussi un peu la mesure du personnage de Jeffrey Epstein. Donc c'est un tableau en fait qui a été trouvé sur un CD-ROM, c'est un fichier Excel, donc qui était sur un CD-ROM que les policiers français ont trouvé dans son appartement. On se pose un peu la question de pourquoi ce tableau, en fait, à quoi servait-il exactement ? Et il est possible, l'une des possibilités, c'est que c'était une liste de témoins, de jeunes femmes qui auraient pu témoigner en vue d'un procès, parce que ce document informatique a été modifié pour la dernière fois en 2007, c'est ce qui est indiqué dessus. Or, pendant cette période, Jeffrey Epstein faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis, enquête qui d'ailleurs a donné lieu à un procès. Oui, il est condamné en 2008 une première fois, ouais, et puis après... Ça. À nouveau, il ne redisparaît pas dans la nature. Mais enfin... donc la chronologie et aussi certains éléments qui sont dans le tableau permettent de penser que c'est peut-être une liste de jeunes femmes qui allaient être susceptibles de témoigner contre lui à un procès. Ouais. Alors, on va voir un deuxième extrait, et puis après, on verra avec Ben s'il y a eu d'autres exemples comme cela aussi aux États-Unis. Mais le deuxième extrait, vous avez retrouvé le témoignage d'une jeune femme qui témoigne pour la première fois, donc pour votre documentaire de complément d'enquête. Elle était présentée comme une assistante par Jeffrey Epstein. Vous avez eu beaucoup de mal à la trouver, à la faire parler. On va écouter son témoignage là, qui aussi est glaçant. Elle est française. Elle se rendait dans cet appartement de l'avenue Foch de Jeffrey Epstein. On regarde l'extrait et on en parle après. Elle raconte son histoire pour la toute première fois. Celle d'une esclave sexuelle de Jeffrey Epstein à Paris. Elle affirme qu'elle était officiellement son assistante, payée jusqu'à 2 500 € par mois, comme plusieurs autres femmes de l'appartement de l'avenue Foch. Assistance, il utilisait ce mot-là, mais on n'était pas du tout des assistantes. Et donc vous étiez plusieurs personnes, quand vous dites ces assistantes, c'est-à-dire... Il y avait beaucoup de jeunes femmes comme moi, mais la plupart venaient des pays de l'Est. Ça voulait dire quoi, assistante, pour lui ? Pour lui, c'est nous avoir à ses côtés tout le temps. Pour faire quoi ? Les massages, les cachets, ses fautes, et être disponible H24 pour lui. Et quand vous dites les massages, ça impliquait des agressions sexuelles, des viols ? Tout à fait, tout à fait. Elle nous raconte avoir dû accompagner partout le millionnaire américain pendant 6 ans. Un quotidien sous emprise. Vous êtes surveillé constamment. Vous ne pouvez pas se coiffer comme vous voulez. Vous ne pouvez pas mettre de vernis.
on ne pouvait pas s'habiller comme on le souhaitait. Pourquoi? C'était lui qui décidait. Il décidait surtout. Et il vous disait de faire quoi? De vous habiller comment? Généralement, ça allait être soit une petite chemise en jean, un petit jean, des petites baskets toutes simples, pas de make-up, il fallait être toujours naturel. Il voulait en fait qu'on ressemble à, voilà, je vais le dire, à de jeunes filles, quoi. Des adolescentes. Voilà. Et soutien-gorge était interdit. Pourquoi? Parce que s'il voulait nous attraper le sein, il fallait qu'il puisse nous l'attraper assez facilement. Il lui appartenait, quoi. Guillaume, avec Virginie, vous m'avez raconté quand on a préparé cette émission que ça avait été extrêmement long et difficile d'obtenir ce témoignage. Pourquoi les victimes, françaises en l'occurrence, ont-elles encore autant de mal à parler? On est en 2026, Jeffrey Epstein est mort en 2019, retrouvé mort dans sa cellule à New York. Pourquoi c'est encore aussi difficile d'obtenir ces témoignages? Oui, effectivement. Alors, ce témoignage, c'est donc ma collègue Virginie Villard qui l'a obtenu. En fait, Virginie a été en contact pendant des mois et des mois et des mois avec cette personne. Ça a été On rappelle que l'investigation, c'est très long. C'est long, il faut des moyens ouais. et ça coûte de l'argent. Et le service public est l'un des rares à le faire comme ça. Et ça a été de très longs échanges avec cette personne qui a été effectivement très, très marquée par cette expérience et qui a fini par accepter qu'on fasse état de son témoignage, ce qui était très courageux de sa part. Ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi est-ce que les gens peut-être hésitent à témoigner? Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que, comme on peut l'entendre dans le témoignage, des années après, en fait, ces personnes sont encore très, très marquées et très traumatisées par ce qu'elles ont vu et subi. Et l'autre élément, c'est que Jeffrey Epstein était quelqu'un d'extrêmement puissant, qu'il était en contact aussi avec des gens, on dirait les puissants de ce monde, et que certainement ça intimide aussi, ça fait peur. Les gens, peut-être les victimes, hésitent à porter plainte aussi à cause de ça. Ben, d'un mot sur ce que vient de dire Guillaume, il y a le même phénomène aux États-Unis. Les victimes ont mis beaucoup de temps à témoigner ou n'ont pas témoigné. Il y a eu ce problème-là. Il y a aussi le problème, effectivement, de quand les dossiers sont sortis. On a vu pas mal de photos de mineurs. Or, ça, c'est un crime en soi aux États-Unis. Donc, si vous voulez, en voulant publier et dénoncer les méfaits d'Epstein, il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées dans la lumière, qui ne voulaient pas l'être. Donc, il y a eu ce problème-là. Et évidemment, comme vous le disiez... C'est juste le fait de montrer des photos qui n'étaient pas les leurs, mais ils pouvaient eux-mêmes être accusés ou... Voilà. Et si vous voulez, en fait, au moment où on a diffusé ces 3 millions de documents, immédiatement, il y a des victimes qui ont dit « mais moi, je ne suis pas d'accord en fait, pour qu'on montre une photo de moi en sous-vêtements ou nu avec Epstein en fait, ça, quand j'étais mineur ». Donc, il y a eu vraiment ce problème-là. Et il y a aussi, on l'entend dans ce que vous dites, et puis dans le témoignage, la fragilité, il y a une forme de honte, je pense, d'avoir subi ça, et puis, il y en a toujours peur, j'imagine, aux États-Unis, il y avait cette peur de réseaux puissants, malgré tout. Je veux dire, c'est quand même... on n'est pas sur quelqu'un qui avait un ami on le voit là dans les photos de l'appartement à Bifoche. Oui, c'est Trump, la planète des puissants politique, mais qui était déjà extrêmement à ses puissant. Et c'est vrai que l'offre, quelque part, était pour certains tentant. Ceux qui ne savaient même pas, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'Epstein était un pédocriminel, mais simplement cette idée, on vous emmène en avion sur une île faire la fête. Beaucoup ont mordu à l'hameçon, certains savaient, d'autres ne savaient pas. Je vous donne juste ce petit élément qui est vraiment désastreux, mais vous connaissez le surnom de son avion, c'était Lolita Express, qui est vraiment un appel à la pédocriminalité. L'idée, vous serez avec des petites jeunes qui seront mineurs. Enfin, c'est déplorable, mais on le voit très bien dans votre documentaire, c'était quasi industriel en fait. Alors, son avion, l'un de ses avions à Jeffrey Epstein, il a servi notamment à transporter Jack Lang et sa famille pour un voyage à Marrakech, je crois. Guillaume, c'est le troisième extrait qu'on va voir. Vous abordez toute cette partie de l'enquête française, notamment sur la famille de Jack Lang, de l'ancien ministre de la Culture. L'extrait que vous allez nous montrer, on voit que Jeffrey Epstein a déjà donné de l'argent à la famille Lang pour un documentaire sur la fille décédée de Jack Lang, qui était comédienne. Et là, vous avez trouvé que Jack Lang recevait aussi de l'argent pour un film à sa propre gloire, qu'il réalisait, produisait lui-même. On regarde et vous nous expliquez après. Enfin, ce document révèle que Tracfin, le service de renseignement financier,
a enquêté sur un autre virement de 50 000 €. L'origine des fonds, une société du millionnaire aux îles Vierges, a interpellé les enquêteurs. Ainsi que leur destination. Une association pour la promotion de la politique culturelle, là aussi gérée par des proches de Jack Lang. À quoi a pu servir cet argent? La réponse est dans un mail daté de 2018. Jack Lang demande à Epstein de financer un deuxième film, cette fois consacré à lui-même et à son œuvre. Le budget est chiffré à 150 000 €. Ta contribution serait évidemment décisive. Ce film, à la gloire de Jack Lang, n'a jamais été diffusé, mais il existe. Nous avons pu le voir en exclusivité. En voici un petit extrait sonore inédit. Tout ce que nous avons entrepris et continuons à réaliser peut révolutionner le monde, je suis très heureux parce que je persiste à penser et à croire que c'est par l'art, par la culture, par l'éducation, par le savoir, par l'intelligence qu'on peut endiguer la connerie d'abord, la violence, la haine et créer le futur. Contactées, les équipes du film assurent n'avoir jamais eu connaissance de l'origine de l'argent. Nous, l'info qu'on avait, c'est que c'était une association où des gens avaient donné de l'argent. Mais jamais le nom de Jeffrey Epstein n'avait été évoqué. Le film restera dans les cartons, car dès l'automne 2020, la presse révèle que le prédateur sexuel l'a en partie financé. Jack Lang demandait de faire des avant-premières, voire de le présenter en festival. Mais à partir du moment où le truc est sorti, les efforts pour le diffuser quelque part ont été abandonnés. Guillaume, juste d'un mot, la police française, la justice française a un peu laissé tomber les enquêtes sur Jeffrey Epstein après la mort de Jeffrey Epstein en 2019 et la mort de ce qui était son rabatteur. Oui, alors ce rabatteur français, donc Jean-Luc Brunel, qui s'est suicidé en 2022 à la prison de la Santé. Et en fait, du coup, du fait de sa mort, si vous préférez, le dossier est resté clos pendant 3 ans, jusqu'à la publication en fait de toute cette documentation par le ministère de la Justice américain. Et donc là, l'affaire a rebondi puisque le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes cadres, l'une sur un volet financier, une autre sur les affaires sexuelles. En tout cas, si vous voulez entendre notamment la réponse évidemment de Jack Lang à ce qu'on vient de voir, eh bien Jack Lang sera dans les fameux fauteuils rouges de complément d'enquête, interviewé par Tristan ou Alex, dans une grosse demi-heure. Donc voilà, Corporate, vous pouvez aussi aller voir sur France 2 dans une demi-heure, complément d'enquête de ce soir sur ces ramifications françaises de l'affaire Epstein. Merci Guillaume, merci Ben.